bienvenue pour ce deuxième volet de DZ Story. Aujourd'hui, on a le plaisir de rencontrer Smaïl Bouabdella. Smaïl, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Parfait, tout va bien. Donc, tout d'abord, tu pourrais te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas. Bonjour à tous, merci de me recevoir, de m'accueillir, de s'intéresser à moi. Je m'appelle Smaïl Bouabdella, je suis journaliste à beIN Sport, j'ai 33 ans, je suis français d'origine algérienne et je suis très heureux d'être avec vous. Ça fait 4 ans maintenant depuis le début de beIN Sport que je travaille ici à beIN Sport. J'ai travaillé avant à l'équipe TV et à CFoot. Aujourd'hui, ça s'appelle l'équipe 21 et aujourd'hui, CFoot n'existe plus. Justement, qu'est-ce qui t'a poussé à faire du journalisme? Alors, c'est pas une voie que j'envisageais tôt. Ça s'est fait vraiment sur le tard. Moi, je voulais être professeur des écoles. À côté de ça, j'avais le secret espoir de devenir joueur de foot. J'ai donc eu une licence de sociologie pour préparer ensuite les concours. Une fois que j'ai eu ma licence, j'avais 21 ans, je me suis dit que j'étais encore jeune et assez diplômé pour mettre un petit peu de côté mes études et tenter d'être joueur de foot. J'avais pas le niveau pour être joueur de foot. J'ai arrêté et on m'a conseillé, on m'a dit pourquoi tu ne tentes pas le journalisme. L'école c'était cher et je me disais vraiment que ça allait être compliqué vu mon parcours. C'était en fin 2006, donc j'avais 24 ans et on m'a conseillé une école en alternance, l'IPJ. J'ai le droit de faire la pub pour une école où vous n'êtes pas vous, hein. L'Institut pratique de journalisme. Et ce qui était bien vraiment, c'est que c'était en alternance, donc l'école était gratuite, on était payé, donc ça c'était exceptionnel. Et c'était pas mal. Ouais. Non mais franchement, c'était bien. Et puis surtout, on apprenait notre métier en l'exerçant sur le terrain, au contact de la réalité de ce métier-là. Donc c'était vraiment exceptionnel. Les gens se posent la question, se disent journaliste, c'est lire son prompteur parce que tu fais de la présentation. Mais en réalité, c'est pas ça. À quoi ressemblent tes journées type au travail? Alors moi déjà, j'ai pas de prompteur parce que je suis incapable de lire un prompteur sans non, pas ça, mais ma tête et mes yeux ils bougent comme ça, donc ça fait très vite robot ou chien sur la plage arrière dans la voiture. Mais non, une journée avec une émission, c'est finalement. Alors si c'est la journée la plus importante, mais c'est celle qui en travail et en travail de préparation est la moins fournie parce que une émission se prépare vraiment en amont. Nous, par exemple, on a l'émission... Quand on a l'émission le samedi, l'émission, on commence à la préparer dès le lundi précédent, voire dès le dimanche précédent. Alors, préparer, c'est pas obligatoirement se mettre autour d'une table et écrire. C'est tout savoir, tout mettre en ordre dans sa tête, noter 2-3 trucs, appeler au téléphone, un joueur, un entraîneur, prendre des rendez-vous, avoir quelques petites infos. On a vu qu'un joueur était blessé, il a fait un super match, il est sorti sur blessure. Le match était le samedi. Eh ben, dès le dimanche, on va lui dire comment ça va. Est-ce que tu sais si tu vas jouer? Est-ce que tu sais si tu vas pas jouer? Si on sait qu'il va pas jouer et que c'est une pièce maîtresse, peut-être que quand on va parler de son équipe le week-end prochain, eh ben, on va s'intéresser à savoir sur son importance et l'importance de son absence. Et aujourd'hui, tu prends le plus de plaisir à commenter un match ou à présenter une émission? Alors j'aime beaucoup les deux. J'ai la chance. Ce que je préfère, c'est le commentaire parce que c'est vivre le match, essayer de faire vivre le match. Donc ça, c'est un bonheur incroyable. Et du coup, tu dis que tu fais beaucoup de directs. T'en fais au moins déjà un par semaine déjà. Ouais, je ne travaille qu'en direct. Je ne fais aucune émission. Ça fait ça doit faire 5 ans que j'ai pas fait une émission enregistrée. Et du coup, tu as des rituels, je sais pas, avec Elimo, par un petit rituel avant de prendre le direct ou... Non, il faut juste que celui qui est autour du plateau nous fasse bien le décompte parce que jusqu'à 2 secondes de l'antenne, on rigole. On n'est pas... Enfin si, on est concentré, mais c'est notre façon à nous. Et je sais que Ellie est comme ça et que moi je suis comme ça. Et que la plupart des gens avec qui je travaille sont comme ça. On rigole. On rigole. Non, j'ai pas de réelle superstition. Donc au début de ta présentation, tu disais que tu étais d'origine algérienne. Ouais. Ta famille vient de quelle région? Alors mon père vient de Sétif, l'Est. Et ma mère vient d'Oran, Mostaganem. Pour être précis, Mostaganem et Khair el-Din, ma mère, côté d'Oran. Et alors, Ras El Oued et Msila, du côté de mon père, à côté de Sétif.
Et tu t'y rends souvent ou tu as l'occasion de t'y rendre déjà le Non, soir? j'ai très peu l'occasion de m'y rendre. J'ai très peu l'occasion de m'y rendre. Mes deux grand-mères maintenant ont leur maison en Algérie et j'ai plus aucune raison de ne pas aller. C'est pas aller en Algérie, c'est aller chez elles. Elles sont en France, mais aller chez elles en Algérie, là, j'ai aucune raison. Et je pense que quand on ira, je dis c'est on ira avec toute ma famille, mes parents, mes oncles, mes tantes, mes cousins, ma femme, mes enfants. Voilà, Une grosse délégation. Parce que moi, je suis totalement transparent avec ça, c'est que j'y suis pas assez allé. Et je veux que mes enfants y aillent. Alors moi, j'ai grandi avec cette culture-là et cette idée-là, parce que je connais tout de Ras El Oued, même si j'y vais pas 24 heures sur 24. Mais mes parents m'en ont parlé, et parce que eux y ont vécu. Moi, j'ai pas vécu assez de choses là-bas, donc je me dois de transmettre ça, et je me dois de dire à ma famille, à mes enfants, et d'où ils viennent, d'où viennent leurs grands-parents, d'où viennent leurs arrière-grands-parents, d'où viennent leurs oncles et tantes, leurs grands-oncles et leurs grandes-tantes. J'ai deux souvenirs qui me viennent en tête quand je pense à toi. D'accord. Donc d'abord, peu de gens le savent, mais tu as réalisé, du moins tu as présenté un reportage qui a été diffusé sur CFoot, une chaîne qui n'a pas duré très longtemps, sur l'histoire du foot algérien. J'imagine que c'est une grande fierté pour toi. L'équipe de football avant d'être indépendant. Imaginez un pays qui, pour son premier match de Coupe du Monde en 1982, va s'imposer contre le futur finaliste. C'était en Espagne, c'était un match entre l'Algérie et la RFA, victoire finale 2-1. Imaginez un pays où le petit pont est plus qu'un geste naturel, c'est un art de vivre. L'Algérie, pour l'amour du jeu, un documentaire, c'est foot. Bon film. C'est la plus belle chose que j'ai faite depuis que je suis journaliste. Et même si demain je commente une finale de Coupe du Monde, même si demain je finis une finale de Ligue des Champions, ce sera là toujours la plus belle chose que j'aurais faite dans le métier de journaliste. Et c'est drôle parce que quand je l'ai fait, alors c'était une chaîne un petit peu confidentielle, alors ça a eu du succès, on en a parlé, beaucoup en ont parlé en Algérie, et ça me fait rire parce qu'aujourd'hui en France, beaucoup ont fait des documentaires sur ça, en disant que c'était eux qui l'avaient fait en premier. Moi je l'ai fait en octobre, fin octobre 2011, et aujourd'hui il y a des documentaires qui sont sortis il y a 2 mois, 3 mois, 1 an, et qui expliquent ce qui s'est passé en disant, alors eux ils ont le droit de le faire, mais ça me fait rire quand ils disent que ce sont les premiers en France à avoir parlé de son histoire. Là c'est de l'ego total, hein. C'est totalement de l'orgueil, totalement de l'orgueil. Ça me fait rire quand ces gens-là se vendent en disant je l'ai fait en premier, je l'ai fait découvrir en premier, j'ai rencontré Rachid Mekloufi, j'ai parlé de l'histoire du FLN, j'ai parlé de... Rachid Mekloufi, c'est la plus belle rencontre que j'ai faite depuis que je travaille. C'est la plus belle... Rachid Mekloufi, c'est quelqu'un qui était français, qui était joueur de l'équipe de France et qui en avril 1958 était prédestiné à être la star de la Coupe du Monde en France, Coupe du Monde où la France a terminé en demi-finale battue par le Brésil. Et ben en avril, ça c'était en juin la finale, en juin-juillet, en avril, il a quitté la France clandestinement, il a été jugé comme déserteur pour aller rejoindre l'équipe de football du FLN avec d'autres joueurs, et il a fait ce geste là pour dire si on a une équipe d'Algérie, c'est qu'on a potentiellement une Algérie indépendante. Et il a fait un acte militaire, un acte révolutionnaire par le sport, par le foot. D'accord. Et la deuxième chose, on a dû te le dire souvent, c'est ta danse lors de la mi-temps en match de poule face à la Corée du Sud, ouais, à la Coupe du Monde 2014. Mais t'es passé quoi par la tête? Alors il y a beaucoup de gens déjà qui se trompent parce qu'ils disent c'était quand j'ai fêté la qualification contre la Russie, alors que c'est pas vrai, c'était déjà à la mi-temps quand il y avait 3-0. Mais c'est toi qui as raison, il y en a plein qui se trompent et qui... Et voilà, franchement je l'aurais jamais fait à l'antenne. Jamais fait à l'antenne. Parce que pour beaucoup, ça aurait pu être une bonne image, mais d'autres auraient pu récupérer ça et médire et prendre ça de façon totalement négative. Je l'ai fait à la mi-temps, mais je l'ai fait, et je pense que si on avait mis une caméra
chez tous les Algériens de France, ou tous les Franco-Algériens de France, ils faisaient tous exactement comme moi. La seule chose, c'est que moi, c'est passé à la télé. Mais je pense que... On l'a vu après le match. Voilà, ouais, ça a fait un buzz de fou, ouais, ça, en Algérie et tout, c'était incroyable, incroyable. Mais je pense que ouais, c'est venu comme ça. J'étais heureux, quoi. J'étais heureux, j'étais fier, j'étais content. Et puis, comme dans ma tête, celui qui travaille avec moi, David Benarous, qui a lui aussi quelques petites origines algériennes, s'est fait plaisir à mettre à fond la musique One Two Three Viva l'Algérie en plateau. C'était la folie. C'était la folie. Mais ça, c'était rien par rapport à ce que j'étais. Donc j'étais insupportable. Je sais même pas comment ils ont fait pour me supporter pendant. Sur le scénario, quoi, enfin. Mais tous les jours, même quand l'Algérie jouait pas. Cette musique-là, elle était à fond tout le temps. Ouais, donc je sais pas comment ils ont fait pour me supporter. Ils m'ont pas enfermé dans une salle ou dans un truc, mais ouais. Et du coup, aujourd'hui, tu commandes beaucoup certains matchs de l'équipe nationale sur la chaîne qui sont diffusés maintenant. Là, dernièrement, c'était le match en Éthiopie, c'était ça? Sans champ de patates. Sans champ de patates. Ouais, le 3-3. Et du coup, comment tu fais pour rester un minimum neutre? Alors, c'est faux de dire qu'on est... Neutre, ça, on le sait. Ouais, c'est pas possible. Mais moi, je me dois de donner toutes les clés. Et puis de toute façon, je peux pas mentir. Quoi que je fasse, les gens diront il est pas neutre. Donc, faut que j'essaye d'être le plus clairvoyant possible et le plus honnête possible. Demain, il y a un match de l'Algérie qualificatif pour la prochaine Coupe du Monde en Afrique. Il y a faute ou main dans la surface de réparation. Si je fais bien mon métier, je dis qu'il y a pénalty pour le Sénégal, le Mali, le Nigeria, l'Éthiopie ou les Seychelles. Si je dis non, il n'y a pas pénalty, je fais pas bien mon métier. En revanche, si l'Algérie elle marque une bicyclette ou elle marque à la 94e minute un but du genou qui envoie l'Algérie à la Coupe du Monde, et je dis but, l'Algérie est qualifiée pour la Coupe du Monde, je fais pas non plus mon travail. C'est donc voilà, je dois le faire le plus objectivement. Mais et puis les gens qui regardent le match de l'Algérie, à un moment ils attendent aussi que je sois ému d'une certaine façon. Quand Sonny Anderson il commente un match du Brésil, quand Omar Da Fonseca il commente un match de l'Argentine, ils sont pas journalistes, ils sont consultants. Mais à un moment ils donnent cette émotion parce qu'ils ont leur propre émotion à eux. Alors d'autres préféreront quelqu'un de fade totalement à égalité, mais celui qui commente un match de l'équipe de France et qui est heureux quand l'équipe de France marque et se qualifie, on lui fait pas de reproche. Pourquoi on lui ferait un reproche quand c'est l'Algérie? C'est peut-être qu'il y a un autre problème derrière, mais ça c'est pas mon souci à moi. Je parlais d'Omar Da Fonseca, il y a maintenant quelques années, enfin ça fait peut-être 2 ans maintenant, 2-3 ans, tu t'es rendu à Tchaker. Ah bah c'était pour ce match-là, contre le Burkina. Et du coup l'ambiance là-bas, ça doit être énorme. On avait regardé ensemble, alors pas ensemble chez moi, mais lui était chez lui, moi j'étais chez moi, par texto, le match aller Burkina Faso-Algérie. Et il me disait vous allez pas aller à la Coupe du Monde, pour me charrier, parce qu'il était sûr. Et je lui dis mais t'inquiète pas, je lui dis ils vont arriver à Blida et ça va être le feu. Il me dit ah bon mais c'est une bonne ambiance et tout. Je lui dis écoute c'est une ambiance comme à la Bombonera. Il me dit t'y vas? Il me dit ouais à Boca Junior en Argentine. Il me dit ah bon mais t'y vas? Je lui dis ouais. Tu veux? Je devais pas. Je dis non. Il me dit mais si je viens avec toi tu viens? Bah oui, vas-y. Bah viens on y va. Bah s'il est pris justement après, enfin il commence à chanter, il s'écrit en argent. Non mais et puis je lui dis mais je te promets que c'est une ambiance exceptionnelle. Alors déjà il a fallu aller faire le visa pour Omar Da Fonseca. On allait au consulat d'Algérie, mais c'était extraordinaire. Il l'appelait Maradona. Mais parce que voilà, les Algériens, les Franco-Algériens sont des amoureux du foot, ils regardent le foot et ils adorent ça. Et moi j'ai toujours dit à Omar qu'on était les Argentins de l'Afrique. Beaucoup disent on est les Brésiliens, les Camerounais ils veulent être les Brésiliens. Je pense que les Algériens sont les Argentins de l'Afrique. Par la passion, par le style de jeu, par aussi la grinta et le pétage de plomb qu'il peut y avoir des fois. Nous on en a eu des Diego Simeone ou des mecs avec la rage et tout, et cette fierté, cet orgueil et cet aspect un peu nationaliste qu'il peut y avoir. Je pense que les Argentins et les Algériens
J'ai pas parlé du palmarès, rien, non, parce que j'entends déjà qu'ils vont dire l'Algérie peut battre, que j'ai dit que l'Algérie peut battre l'Argentine, c'est faux, mais je pense que dans la manière de penser, la manière de vivre le foot, il y a ça. Et donc on s'est retrouvé avec Omar 2 jours avant. On a vu que Beansport était très populaire en Algérie, c'était avant la danse, hein, puisque c'était avant la Coupe du Monde. Omar a adoré, et puis que dire du stade. Match à 20h, nous on est arrivé à 16h au stade, alors que les gens étaient arrivés depuis 8h ou 10h du matin. Et il a chanté. Il a chanté. Moi, j'étais pas journaliste, hein, j'étais en tant que supporter, enfin, dans mon temps libre, donc j'avais le droit. Et ouais, et on sait. Mais alors, moi, j'ai adoré vivre ça. J'avais jamais vu de match en Algérie, au stade. J'ai adoré le vivre. J'ai adoré le vivre avec Omar, parce que c'est Omar. Et puis, j'ai adoré de le faire découvrir à quelqu'un qui s'est régalé de cette ambiance-là. Donc, c'était. En plus, avec le scénario. Magnifique, avec le but de Magic et tout. C'était de Magic Bouguera, Majid, mais bon, Magic. Mais oui, c'était grandiose, c'était super. Du coup, tu es journaliste algérien. Tu travaillais pour un média algérien. Est-ce que ça t'intéresserait? Est-ce que ça t'a intéressé? Tu as eu des propositions? Non, j'ai jamais eu de proposition. La première chaîne qui m'a fait réellement confiance, selon moi, c'est Beansport, parce que c'est la première et la seule à m'avoir fait signer un CDI avant quoi que ce soit. Parce que les gens s'imaginent qu'on a un journaliste c'était en CDI, mais c'est Non, j'ai d'abord fait beaucoup de piges, après CDD, mais c'était très bien, hein. Mais quand on vous fait signer un CDI, c'est qu'on vous donne une marque de confiance. Et Beansport m'a donné cette marque de confiance en premier. Ensuite, non, on m'a jamais sollicité ailleurs, mais personne d'autre j'ai jamais été sollicité depuis que je suis à Beansport par une autre chaîne, ni de radio, ni de télé, ni de la presse écrite. Et je suis tellement bien ici que et une chaîne algérienne, oui, mais est-ce qu'elle m'offre la possibilité de vivre ce que je vis aujourd'hui avec Beansport? Je peux pas être plus heureux, je peux pas travailler. Mon ambition et mon objectif, c'est que ça reste le plus longtemps possible et qu'ils se lassent pas de moi, mes chefs. On arrive à la fin de ce 2e épisode de DZ Story. Smaïl, je te remercie. Merci à toi, merci à vous. Et franchement, c'est en plus, avec écrit DZ Ambition, c'est un honneur et une fierté que vous vous intéressiez à quelqu'un comme moi. Et du coup, tu as un mot à laisser à la caméra, à cette jeunesse qui ne demande qu'à éclore, de croire en vos rêves, de croire en ce que vous avez envie de faire, mais à côté de ça, de se donner les moyens de sa réussite. C'est que personne ne fera de cadeau, et si à un moment il faut en faire 10 ou 15 fois plus, il faut en faire 10 ou 15 fois plus. Personne peut dire à personne qu'on peut pas réussir. Il y a seulement le travail de chacun qui peut permettre à chacun d'arriver à ses objectifs. Et merci de s'intéresser. Et là, je le dis vraiment avec beaucoup d'humilité. Merci de s'intéresser à moi. Merci de m'envoyer tous ces messages sympas. Ça me rend fier. Voilà, tout simplement. Donc merci beaucoup et puis à très très vite pour des matchs de l'Algérie ou pour autre chose, hein, pas de souci. Al cielo infinito non quiero declarar, Ana Jazairi.